Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur le cours des polyangines microscopiques dans le cadre du DIU Études approfondies des polyarthrites et des maladies systémiques. Je suis Xavier Puéchal du Centre de référence des maladies systémiques rares de l'hôpital Cochin à Paris. Les polyangines microscopiques sont des vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux et sont au sein de la catégorie des maladies qui n'ont peu ou pas de dépôt de complexes humains, mais qui s'accompagnent d'anticorps anticytoplasme des polynucléaires chez la majorité des patients. Ces cas sont dirigés contre la myéloperoxydase dans leur immense majorité des cas, et il s'agit de vascularites qui n'ont pas d'asthme ni de granulome. Elles sont parfois peu différentes de la granulomatose avec polyangéite, qui s'en distingue par le profil des anticorps et la présence assez souvent de granulomes. La distinction est plus facile avec la granulomatose éosinophilique avec polyangite, qui s'accompagne presque toujours d'un asthme et d'une forte éosinophilie. L'expression clinique des vascularites dépend de leur taille et de leur localisation, mais il y a très souvent des signes généraux, des myalgies parfois intenses à CPK normal, des arthralgies d'horaire inflammatoire, voire de véritables polyarthrites. Et selon la localisation de la vascularite, on peut voir des mononeuropathies multiples, des polyneuropathies, des accidents vasculaires cérébraux, des épilepsies, voire des tableaux démentiels en cas d'atteinte respective du système nerveux périphérique ou central. La peau est le siège de purpura, d'un purpura vasculaire infiltré, mais il peut y avoir un phénomène de Raynaud, des phénomènes nécrotiques ou thrombotiques. Le poumon peut présenter des infiltrats ou une capillarite pulmonaire qui va se manifester par une hémorragie alvéolaire, voire des nodules. Et on peut avoir également des atteintes digestives qui sont particulièrement sévères, et on craint toujours les hémorragies digestives et la perforation digestive. Enfin, le rein est particulièrement touché dans les vascularites également. La polyangite microscopique touche préférentiellement les petits vaisseaux, il n'y a pas de granulome extravasculaire, et la capillarite est souvent responsable d'une glomérulonéphrite qui est nécrosante, qui est segmentaire et focale, qui est particulièrement fréquente et qui s'associe à une prolifération extracapillaire. Le problème de cette atteinte rénale est qu'elle est souvent insidieuse et qu'elle va pouvoir évoluer à bas bruit, et quand le diagnostic va être porté, l'insuffisance rénale risque déjà d'être constituée avec des lésions anciennes, fixées, fibreuses. Cette atteinte rénale peut s'associer à une capillarite pulmonaire sous forme d'une hémorragie alvéolaire, c'est alors un syndrome pneumorénal. Elle s'associe aux ANCA de type antimyéloperoxydase dans plus de la moitié des cas. Voici un exemple de purpura vasculaire typique des membres inférieurs chez une patiente qui avait une polyangite microscopique. Voici une prolifération extracapillaire d'une biopsie rénale d'un patient avec une polyangite microscopique, qui avait également une capillarite pulmonaire avec une hémorragie alvéolaire. Parfois, ce sont des infiltrats, comme celui-ci, en verre dépoli, qui révèlent l'hémorragie alvéolaire. À partir d'une large cohorte de polyangite microscopique révélée dans une étude multidisciplinaire, vous voyez que l'atteinte rénale touche les 3/4 des patients. Bien sûr, dans les séries néphrologiques, c'est la totalité des patients. Il s'agit d'un chiffre qui reflète la diversité des atteintes de la polyangite microscopique, mais retenez la fréquence de cette atteinte rénale, parfois insidieuse. On peut avoir des atteintes articulaires, des atteintes musculaires, des infiltrats pulmonaires et parfois également des lésions qui vont se fibroser de pneumopathie infiltrante diffuse dans 15% des cas. La peau est atteinte également dans presque la moitié des patients et l'atteinte du système nerveux périphérique touche le tiers des patients. L'atteinte digestive est redoutable et heureusement un peu moins fréquente. La survie dépend de l'âge, de la créatinine, de l'existence d'une atteinte digestive ou d'une insuffisance cardiaque, qui sont des items qui sont dans le Five Factor Score qui a été révisé en 2011. Le FFS, c'est la somme des items qui rapportent chacun un point. Et vous voyez que la probabilité de survie diffère largement en fonction de l'existence de facteurs de mauvais pronostic du FFS ou non.
vous voyez que le pronostic en cas de FFS égale 0 n'est pas mauvais. Vous voyez également que le pourcentage de patients atteints de polyangite microscopique de bon pronostic avec un FFS égale 0 est de l'ordre de 20-25%, ce qui s'explique par deux choses. Premièrement, la polyangite microscopique touche volontiers des sujets âgés avec un âge moyen au diagnostic de 64 ans. Il est de 53 ans dans la granulomatose avec polyangéite. Et deuxièmement, l'atteinte rénale est particulièrement fréquente et fait passer les patients de FFS 0 à FFS 1 très facilement. Voici une courbe de survie de ces patients et vous voyez que le taux de survie global est de 84% à 5 ans. Bien sûr, il est moins bon si on regarde le taux de survie sans rechute. Passons maintenant au traitement de la polyangite microscopique. Comme toutes les vascularites associées aux ANCA, il y a un traitement d'induction dont le but est d'obtenir la rémission complète qui s'observe habituellement dans plus de 80% des cas en 3 à 6 mois. Une fois que la rémission est obtenue, on passe alors à un traitement d'entretien dont le but est de maintenir cette rémission car les rechutes sont particulièrement fréquentes dans toutes les vascularites associées aux ANCA. S'il s'agit d'une polyangite microscopique de bon pronostic sans aucun facteur de mauvais pronostic, le traitement repose sur la corticothérapie à 1 mg/kg jour initialement pendant 3 semaines, puis baissé progressivement pour une durée totale de 18 à 24 mois. Quand il existe des facteurs de mauvais pronostic, il faut alors à la corticothérapie associer un immunosuppresseur, soit le cyclophosphamide, soit le rituximab. Et il faut également un traitement d'entretien qui associe une faible corticothérapie et le rituximab en perfusion semestrielle qui a détrôné le traitement immunosuppresseur conventionnel par azatioprine ou méthotrexate. Revenons sur les corticoïdes à la phase d'induction. Les corticoïdes ont permis un bouleversement dans l'espérance de vie des patients du groupe de la PAN, avec, dans les années 50, suite à son avènement, un taux de survie qui est passé de 13% à 48%. Cette amélioration de la survie a été confirmée par toutes les études ultérieures. La prednisone est débutée à 1 mg/kg jour, ça ne sert à rien de donner plus, pendant 3 semaines, avec une baisse dont l'objectif est d'atteindre 20 mg par jour à 3 mois, 10 mg par jour à 6 mois et 5 mg à 1 an. Ce sont les recommandations françaises qui figurent dans le PNDS en 2019. La durée totale de la corticothérapie est de 12 à 18 mois selon l'évolution. Alors, est-ce qu'on peut donner un schéma allégé de corticoïdes? Oui, on peut donner probablement un schéma allégé de corticoïdes. Il n'entraîne pas de mauvais contrôle de la maladie si l'on en juge par le pourcentage de patients qui vont décéder ou évoluer vers une insuffisance rénale terminale en cours du temps. Vous voyez que dans cette étude randomisée en double aveugle, randomisée en ouvert, qui a comparé des doses réduites de glucocorticoïdes en bleu à des doses standards, le pourcentage de malades qui décédaient ou qui évoluaient vers une insuffisance rénale terminale ne différait pas par rapport aux bras qui avaient reçu une corticothérapie conventionnelle. Par contre, quand on regardait ce qui se passait en termes d'effets indésirables, eh bien, les corticoïdes allégés diminuaient de 30% le taux d'infection sévère à 1 an. Donc, d'un côté, les corticoïdes allégés n'entraînent pas un moins bon contrôle de l'évolution de la vascularite dans des vascularites sévères, mais en plus, ça a un bénéfice pour réduire le taux d'infection sévère à 1 an. Et c'est probablement pour ça que tous les protocoles actuels de corticothérapie vont vers la baisse. Le traitement d'une polyangite microscopique avec au moins un facteur de sévérité doit associer un immunosuppresseur, en général le cyclophosphamide ou le rituximab. Le cyclophosphamide ou cyclophosphamide est donné en Europe par voie veineuse et aux États-Unis per os. Leur efficacité est comparable, même s'il y a moins d'effets indésirables avec la voie veineuse du fait d'une dose cumulative 2 à 3 fois moindre avec l'emploi des perfusions. Par contre, les séries historiques du NIH montraient, avec des protocoles de cyclophosphamide employés pendant des années,
une multiplication par 33 du risque de cancer de vessie, par 11 du risque de lymphome et par 2,5 du risque de tumeur solide. Mais les Américains maintenant donnent le cyclophosphamide péros pendant des durées beaucoup plus réduites. En cas d'échappement du cyclophosphamide par voie veineuse, on peut utiliser le rituximab qui permet habituellement de contrôler la situation. Alors les Américains nous rétorquent que le taux de rechute à distance est probablement inférieur lorsqu'on emploie du cyclophosphamide oral par rapport à la voie IV. C'est possible, mais c'est donc l'indication d'avoir un traitement d'entretien plus efficace. Les recommandations françaises pour l'emploi du cyclophosphamide par voie veineuse sont inscrites sur la plaque avec des perfusions de 0,6 g par mètre carré tous les 14 jours pendant le premier mois. Puis, à l'issue de ces 3 perfusions, on espace à toutes les 3 semaines à 0,7 g mètre carré jusqu'à obtenir la rémission. Quand il y a une insuffisance rénale, on diminue la posologie du cyclophosphamide et quand le patient a plus de 65 ans, on ne dépasse pas les doses de 500 mg de cyclophosphamide pour éviter les effets indésirables infectieux. En général, 6 bolus suffisent pour obtenir une rémission complète. Si ce n'est pas le cas, 3 bolus supplémentaires peuvent être réalisés jusqu'à l'obtention d'une rémission complète. On fera attention à prévenir la pneumocystose, qui est particulièrement fréquente chez les patients sous cyclophosphamide, et à préserver la fertilité avec les protocoles adéquats. Le rituximab est une alternative au cyclophosphamide en traitement d'induction de ces formes sévères depuis la réalisation de 2 études parues dans le New England Journal of Medicine, dont l'étude pivot américaine, qui a inclus des patients avec soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique sévère, qui ont tous reçu des bolus de méthylprédnisolone et tous reçu une corticothérapie à 1 mg kg jour. Et dans cette étude en double insu, un bras a reçu le traitement à l'américaine conventionnelle avec du cyclophosphamide péros, suivi d'un traitement d'entretien par l'azatioprine pendant 12 à 15 mois. Et dans le bras expérimental, avec les corticoïdes, les patients ont reçu des perfusions de rituximab, une perfusion par semaine, 4 semaines de suite, et après, aucun traitement d'entretien. Le critère principal d'efficacité de cette étude était le pourcentage de patients mis en rémission défini par un BIVAS nul à 6 mois, et avec l'arrêt de la corticothérapie avant le 6e mois. Et vous voyez que le pourcentage de patients dans le bras rituximab qui atteint une telle rémission sans corticoïdes est 64%, et il est de 53% chez les malades traités par cyclophosphamide, ce qui était non inférieur, mais n'était pas supérieur. Les patients étaient stratifiés en fonction du caractère un nouveau diagnostic ou une rechute, et dans le sous-groupe des patients en rechute, le rituximab, par contre, s'est montré plus efficace que le cyclophosphamide avec un pourcentage supérieur de patients mis en rémission de façon significative. Les résultats à 18 mois sont sur cette plaque. On observe que les patients restant en rémission complète sans corticoïdes à 18 mois ne sont que de 39% dans le bras rituximab qui n'a rien reçu d'autre après le mois de traitement et de 33% dans le bras cyclophosphamide suivi par 12 à 15 mois d'azatioprine, pourcentage comparable mais qui n'est pas franchement bon. Donc un taux de rechute élevé et comparable entre les groupes. Passons maintenant au traitement d'entretien des formes avec mauvais pronostic. L'Immurel ou le méthotrexate était le traitement conventionnel d'entretien. Ces 2 traitements sont globalement équivalents. Vous voyez ici les courbes de survie sans rechute d'un essai randomisé après obtention d'une rémission chez des patients qui étaient mis sous méthotrexate ou azatioprine. Mais vous voyez aussi que le taux de rechute à 3 ans n'est pas bon, la moitié des malades rechutant dans chacun des 2 bras. C'est pour ça que le rituximab est arrivé comme traitement d'entretien et a supplanté ce traitement conventionnel grâce à cette étude MENRIT-100 du groupe français d'études des vascularites, où les patients, après mise en rémission de leur vascularite, qui était soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique, après mise en rémission par un protocole qui associait des bolus de méthylprédnisolone et une corticothérapie selon le PNDS, et vous reconnaissez le seuil de 10 mg par jour atteint à 6 mois, avec du cyclophosphamide, ont été randomisés pour recevoir soit 5 perfusions de rituximab à 500 mg en 18 mois, une perfusion à J1 et J14, puis une perfusion tous les 6 mois, soit de l'azatioprine pendant 22 mois. Le critère principal était le taux de rechute majeur à M28.
Et vous voyez les résultats exprimés sous forme de la survie sans rechute majeure, avec un avantage très significatif pour les patients qui ont reçu du rituximab et qui vont avoir une bien meilleure survie sans rechute majeure que ceux qui ont été traités par azatioprine, qui vont finir par rechuter. Quand on regarde à 5 ans ce qui se passe après l'arrêt de tout traitement des patients dans cette étude, on constate deux choses. Tout d'abord, la supériorité du rituximab persiste par rapport au bras azatioprine, avec un écart qui reste stable à 5 ans. Mais deuxièmement, on constate également que les malades qui ont reçu du rituximab vont rechuter de façon importante 2 ans après l'arrêt du rituximab. On a aussi essayé de regarder si on ne pouvait pas administrer le rituximab uniquement quand on avait des signes avant-coureurs de rechute potentielle, comme par exemple une repopulation B ou une ascension significative du taux des ANCA. Et dans cette étude, les malades ont été randomisés pour recevoir soit un protocole conventionnel selon Menry de 100, soit le rituximab à la demande, et tous les 3 mois étaient dosés les CD19 et les ANCA, et en cas de CD19 supérieur à 0, c'est-à-dire positif, repopulation B, ou en cas d'ascension significative des ANCA, les malades recevaient leurs 500 mg de rituximab. Dans ce bras à la demande, les patients ont reçu moins de rituximab que dans le bras conventionnel. Et vous voyez ici le taux de survie sans rechute qui est comparable entre les deux bras, mais on peut quand même observer qu'il y a un petit bénéfice qui est non significatif avec un petit peu plus de rechute chez les patients qui ont été traités selon le taux d'ANCA et les CD19 par rapport aux patients qui ont été traités systématiquement. La grande question qui se posait était donc la durée optimale de traitement d'entretien par le rituximab chez ces malades pour maintenir la rémission. Et ça a fait l'objet d'une 3e étude où les patients atteignant M18 en rémission sous rituximab ont été randomisés pour recevoir soit 4 perfusions de rituximab semestrielles supplémentaires, soit 4 perfusions de placebo. Et vous voyez ici le critère principal de survie sans rechute des patients qui ont reçu le rituximab. Vous voyez que seulement 4% des patients ont rechuté dans le groupe qui a poursuivi 2 ans de plus, enfin 18 mois avec un effet rémanent pendant 6 mois, donc 2 ans de plus le rituximab, par rapport aux 26% de rechute des patients qui ont arrêté le rituximab 2 ans auparavant. Ce qui fait que les recommandations de durée de traitement d'entretien par le rituximab dans ces maladies dépendent des 2 facteurs qui sont les plus associés à une rechute. Quand vous avez des ANCA anti-PR3 ou quand vous avez déjà rechuté, c'est 4 ans de traitement d'entretien. Et quand vous avez des ANCA anti-MPO ou si vous n'avez pas d'ANCA, c'est 2 ans de traitement d'entretien. Donc, dans la polyangite microscopique, de bons pronostics nouvellement diagnostiqués, en général, il y a des ANCA anti-MPO. En général, on part pour 2 ans de traitement, sauf s'il s'agit d'une rechute, et auquel cas, on part pour 4 ans de traitement d'entretien. Comment fait-on le relais? Eh bien, vous avez sur la partie supérieure de la diapositive les patients qui sont traités en traitement d'induction par le cyclophosphamide et qui ont un entretien par des perfusions semestrielles de rituximab. Le point important est de comprendre que la première perfusion de rituximab d'entretien doit avoir lieu 3 à 4 semaines après la dernière perfusion, la 6e perfusion de rituximab. En bas, le schéma pour les patients qui sont traités avec un schéma d'induction par le rituximab, et il faut laisser 6 mois au maximum avant la première perfusion de rituximab d'entretien, 4 à 6 mois idéalement, car sinon, il y a un risque d'apparition de rechute avant d'avoir pu démarrer le traitement d'entretien. Si l'on résume le traitement d'induction par le rituximab de la granulomatose avec polyangite ou polyangite microscopique, le rituximab est non inférieur au cyclophosphamide pour induire la rémission avec un profil de tolérance acceptable et comparable en association aux corticoïdes. L'endoxan est utilisé préférentiellement en cas d'hémorragie alvéolaire grave nécessitant une ventilation mécanique ou si la créatininémie est supérieure à 350 micromoles par litre, 2 situations qui étaient exclues de l'étude Princeps. Le cyclophosphamide est utilisé également en cas d'échec ou de réponse incomplète au cyclophosphamide ou en cas d'anticorps antimembrane basale glomérulaire associé.
car il y a beaucoup plus d'expérience avec le cyclophosphamide qu'avec le rituximab. A contrario, le rituximab est utilisé préférentiellement en cas de rechute, car le taux de mise en rémission est supérieur chez ces malades, ou chez les femmes en âge de procréer, ou par prudence chez les enfants et les adolescents, ou bien également quand il y a un antécédent de cancer ou d'hémopathie. Un petit mot sur les échanges plasmatiques. Les échanges plasmatiques ne diminuent pas la probabilité de décès ou d'insuffisance rénale terminale quand on recrute des patients qui ont soit une hémorragie alvéolaire, soit une insuffisance rénale déjà constituée. Et donc, l'avis du conseil scientifique du GFEV sur les échanges plasmatiques a été de réduire la place des échanges plasmatiques, même si on ne peut pas exclure leur intérêt chez des patients qui ont une hémorragie alvéolaire sévère, parce qu'il persiste un petit doute, ou chez des malades qui ont une aggravation persistante de leur insuffisance rénale, malgré un traitement conventionnel, car l'étude PEXIVAS, dont je viens de vous montrer la plaque, incluait des patients qui ont reçu les échanges plasmatiques en première intention, ce qui n'est pas tout à fait la même situation. Et quand vous n'avez pas encore la recherche d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire, vous pouvez très bien faire des échanges plasmatiques car c'est le traitement de base de cette vascularite, quitte à arrêter une fois que vous récupérez le résultat négatif de ces anticorps anti-membrane basale glomérulaire. En conclusion, la polyangite microscopique est définie par un tableau clinique typique qui est assez proche de celui de la granulomatose avec polyangite, mais il n'y a pas d'atteinte au RL fluoride, il n'y a pas de granulome à l'histologie. Attention aux formes paucisymptomatiques avec un risque de dégâts rénal évoluant à bas bruit et on risque d'arriver après la bataille. Risque également de possibilité de fibrose pulmonaire, c'est une maladie un peu fibrosante. La spécificité des ANCA est typiquement avec une cible, la myéloperoxydase. L'atteinte rénale est très fréquente, souvent insidieuse, découverte tardivement avec un risque d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale et un risque également de rechute sans qu'on s'en rende compte. Donc, il faut bien surveiller le sédiment urinaire et la créatinine de façon très régulière chez ces patients. Le risque de rechute est moindre que dans la granulomatose avec polyangite, mais le traitement des formes sévères est identique. Je vous remercie de votre attention.